Bonjour à tous, bienvenue dans cette table ronde. Aujourd'hui, on va parler de la régulation européenne des activités de transport maritime conteneurisées en ligne et des ports maritimes. Alors, j'ai avec moi aujourd'hui des invités. Je vous laisse vous présenter. Philippe Coruble, je suis professeur de droit européen appliqué aux activités maritimes et portuaires à l'école de management de Normandie. Olivier Trigan, je suis directeur commercial et chef de projet pour le groupe Terminaux de Normandie qui est manutentionnaire sur le port du Havre. Et Robin Potet, je suis directeur de Circoe, qui est un centre de conseil et d'innovation en logistique. Eh bien, bienvenue dans cette table ronde. On va commencer par la première question. Dans les alliances maritimes mondiales de transport maritime, quelles conséquences et quelles réactions des régulateurs ? Alors, c'est une question très actuelle et c'est une question difficile. Pour aller au but et directement, c'est un phénomène qui est quand même relativement nouveau. Il y a toujours eu des coopérations entre compagnies maritimes, c'est évident, ne serait-ce que pour assurer le service d'un bout à l'autre du monde. Ce dont on parle là est plus particulier, c'est-à-dire des alliances de portée mondiale et qui sont au nombre de 3 aujourd'hui dans le monde, qui regroupent en fait les grands acteurs mondiaux et qui ont acquis des parts de marché très significatives, puisque les 3 ensemble ont aujourd'hui plus de 90% du marché sur les grands océans, et donc elles ont une puissance indéniable. Alors la question, puisqu'on parle des régulateurs, il y a énormément d'autorités dans le monde, mais les 3 grands régulateurs aujourd'hui, c'est l'Union européenne, c'est un régulateur américain et un régulateur chinois, mais il y en a d'autres qui émergent. Et pour parler uniquement de l'Europe, on peut penser que la situation actuelle est instable parce que le renouvellement en 2020 du règlement européen sur les consortia n'a pas traité le sujet. C'est-à-dire qu'on a ouvert une période de 4 ans où on a prolongé les autorisations actuelles sans prendre en compte la particularité de ces alliances. Alors juste un exemple, comme elles ont chacune plus de 30% de parts de marché, en fait, en réalité, ce règlement, il ne s'applique pas à elles, parce qu'il a un seuil à 30%. Autrement dit, ces acteurs puissants sont en même temps dans une situation juridique instable et incertaine quant à la validité des arrangements qu'ils ont pu contracter, dont certains sont très utiles, mais dont certains aspects, on aura à en reparler, peuvent poser des problèmes en matière de concurrence, tant aux États-Unis qu'en Europe. Voilà. On a donc évoqué les alliances mondiales. Est-ce que le regroupement de places portuaires comme Aropa est un signe positif pour vous ? Alors oui, c'est un signe positif parce que, vu de la Chine, Le Havre, c'est pas connu. Et d'ailleurs, Le Havre, Rouen, Paris, pour les Chinois, ça ne fait qu'une seule et même ville. Donc en termes de visibilité pour les clients internationaux, ça a du sens. Après, ce qui a du sens aussi, c'est de travailler de manière coordonnée sur un axe, qui est l'axe Seine. Et travailler sur un axe avec à la fois un grand port d'import-export, un port arrière qui est le port de Rouen, qui est aussi un port qui a des liaisons spécifiques, notamment vers l'Afrique, et qui a des liaisons fluviales, bien sûr. Donc ça a aussi du sens et de la complémentarité. Et puis derrière, on a le bassin de consommation parisien, avec une agglomération de 15 millions d'habitants. Donc on a là, en fait, une chaîne qui est intéressante parce qu'elle est complémentaire, et le fait que Aropa se soit de nouveau réorganisé, ça va permettre de bien articuler chaque maillon les uns avec les autres. Oui, et puis le nom Aropa, c'est assez bien trouvé puisque ça fait Harbour of Paris. Et effectivement, c'est quelque chose qui parle à l'étranger, qui parle plus que Le Havre, même si Le Havre, aujourd'hui, c'est le plus grand port pour les conteneurs en France, puisque à lui seul, Le Havre fait plus de conteneurs que tous les autres ports réunis en France. Mais malgré tout, c'est Paris qui est connu. Donc c'est bien d'avoir cette image pour l'étranger, puisqu'on bosse surtout à l'international. Moi, je dirais qu'en plus, ça répond à une nécessité qu'on a constatée ailleurs. C'est-à-dire que des alliances entre ports, elles existent. Ouais. Aujourd'hui, on parle du rapprochement entre Anvers et Bruges, mais les Américains, dès 1920, ont regroupé des ports de la côte est des États-Unis en une seule entité. Et donc, le mouvement, il est nécessaire, parce qu'on parlait tout à l'heure des alliances mondiales, il était évident que le rapport de force, c'est une expression peut-être un petit peu exagérée, mais quand même,
entre le monde purement maritime et le monde portuaire et logistique a complètement évolué. Et puis il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, on en parlera peut-être après, c'est qu'il y a aussi un phénomène d'intégration, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises de transport maritime qui ont également un poids très important dans les activités portuaires. Donc il est évident que tout ça, ça appelle un changement d'échelle. Et probablement là, on a une bonne échelle. Une question qui vous est peut-être plus dirigée, Robin. La chaîne logistique, c'est beaucoup d'interconnexions. Dans ce domaine, pouvez-vous parler d'innovation technologique en place et notamment de systèmes de communication? Oui, alors il faut savoir que la chaîne de conteneurs, c'est une chaîne qui réunit beaucoup d'acteurs. Hein. Par exemple, pour un conteneur, c'est à peu près une quinzaine d'acteurs différents qui vont intervenir. Hein. Donc il y a le transporteur routier, par exemple en Chine, le terminal portuaire en Chine, l'armateur, le terminal portuaire en France, le transporteur routier, l'entrepôt, le transitaire, le commissaire de transport, puis j'en oublie. Hein. Donc pour un même conteneur, vous avez 15 intervenants différents. Aujourd'hui, comment ils travaillent ces gens-là entre eux? Hein? Comment ils travaillent? Comment on communique? La majorité des informations, c'est par mail. Je te passe une commande par mail, j'envoie une confirmation de commande par mail, j'envoie un numéro de commande, etc. par mail. Donc beaucoup d'informations transitent par mail. Un conteneur, c'est à peu près 120 échanges de mails. Un conteneur. Donc c'est pas extrêmement efficient. Alors malgré tout, il y a quand même des outils comme S1 au Havre qui permet d'interfacer les acteurs et puis de faire en sorte qu'ils échangent de l'information autrement que par mail. C'est le cas par exemple pour vous, Terminaux de Normandie. Mais il ne reste qu'on a énormément de mails qui transitent entre les acteurs de la chaîne. Donc le premier grand sujet, c'est comment on se débarrasse de cette maladie du mail, parce que c'est quand même pas très efficient. Hein, on reçoit à peu près une centaine d'informations au jour qu'on doit retaper par mail, retaper dans son système d'information. Donc ça, c'est pas très efficient. Et il y a deux technologies aujourd'hui qui permettent de résoudre ce problème d'échange de mails. La première technologie, c'est l'EDI, l'échange de données informatisées. Donc là, on va faire communiquer deux systèmes entre eux. Donc ça évite la ressaisie. C'est ce que fait très bien S1 avec Sogет. C'est d'interfacer des systèmes entre eux. Donc c'est de façon automatique? De façon automatique, il n'y a pas d'intervention humaine. Et puis la deuxième technologie qui vient concurrencer un peu l'EDI, c'est des outils intelligents qui viennent en fait absorber votre boîte mail et la traduire en informations concrètes. Okay. Donc c'est basé sur l'intelligence artificielle et on vient pomper en fait les informations de la boîte mail pour les traiter de manière plus fluide et plus efficace. Impressionnant. Mais même sur les terminaux, on est aussi dans l'innovation. Par exemple, nous, on vient de terminer il y a un an l'installation aux portes d'entrée du terminal de systèmes de reconnaissance optique des caractères. C'est-à-dire que le transporteur routier se présente devant un tunnel, il présente un badge, la barrière s'ouvre et là, pendant qu'il traverse le tunnel, on prend des photos haute définition de toutes les faces du conteneur, sauf le plancher évidemment puisqu'il est posé sur la remorque. Et pendant son trajet du tunnel jusqu'à l'aubette d'entrée, donc il y a 200 mètres ou 300 mètres, eh bien, l'ordinateur va analyser les images, découper les numéros, et étant donné qu'on est interfacé avec S1 dont Robin parlait, eh bien, on va avoir toutes les informations et dès qu'il va se présenter à la borne, il va badger une nouvelle fois parce qu'il choisit le couloir qu'il veut. Et là, on va lui dire qu'il rentre tel numéro de conteneur, qu'il fait tel poids, qu'il est prévu pour tel navire. Et il a toutes les informations, donc il n'a besoin d'aucun papier. Il a juste à valider sur l'écran que les informations qu'on lui donne sont bonnes. Et il est prêt à rentrer son conteneur et à les décharger. Et c'est pareil, s'il veut sortir des conteneurs, on va lui demander s'il a des conteneurs à sortir. Un routier peut faire jusqu'à 4 missions. Il peut rentrer de 20 pieds et sortir de 20 pieds. Mais on va lui demander est-ce qu'il a des conteneurs à sortir, oui. Alors, soit il peut taper le numéro, soit il présente un code barre, puisque comme il a pris rendez-vous pour venir sur la zone, il a eu un code barre. Il présente son code barre, on lit et on sait quel conteneur il vient chercher. On vérifie qu'on peut lui attribuer. Et tout se fait automatiquement, paperless. Voilà. Un vrai gain de temps grâce à l'intelligence artificielle. Alors ça Thomas, c'est quelque chose d'intéressant aussi parce que avec la globalisation, on voit que les plus grandes organisations justement de transport maritime travaillent aujourd'hui avec des sociétés américaines très puissantes du type IBM et plein d'autres pour mettre au point justement des systèmes d'information utilisant l'intelligence artificielle.
Alors c'est extrêmement positif pour tout ce que vient d'expliquer Olivier, mais en même temps, il y a également un regard à avoir là-dessus. Pourquoi ? Parce que tout ça, ça augmente la transparence. Alors, en ce qui concerne les données techniques dont on a besoin dans chaque port et dans toute la chaîne, c'est indispensable. Et il n'y a pas de discussion. En revanche, il y a des données commerciales sensibles. C'est-à-dire que quand on partage un navire, on ne transporte pas seulement les marchandises de ses propres clients, mais les marchandises des clients de ses concurrents. Et là, évidemment, au moment où on sollicite par ordinateur interposé, de façon instantanée, l'accès, les capacités, etc., eh bien, on peut recueillir un tas de data. Et ces sujets-là sont aujourd'hui au cœur des problématiques que les régulateurs européens et mondiaux ont en haut de la pile, et pour voir dans quelle mesure on préserve l'indépendance commerciale des acteurs. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a eu une concentration du marché absolument incroyable. Et donc derrière ça, il y a beaucoup de questions qui se posent en antitrust aux États-Unis, en droit de la concurrence en Europe. Effectivement, ça pose la question des données, du droit des données. Olivier, une question qui est plus axée pour vous. Aujourd'hui, la chaîne mondiale est affectée par des retards de livraison importants dans plein de domaines. Y a-t-il un surcroît d'activité pour vous ? Alors oui, il y a un surcroît d'activité pour nous. Déjà, la première raison, c'est que les ports nord-européens, les plus grands ports nord-européens, Rotterdam et Anvers notamment, sont pleins. Et ils sont tellement pleins qu'ils ne peuvent plus accueillir tout le trafic qui leur est normalement dédié. Et donc, on sert aussi de soupape de sécurité, puisque notre client principal, MSC, a son plus gros hub de transbordement à Anvers. Et donc, il utilise aussi beaucoup le Havre pour faire ses transbordements, ce qui fait que, globalement, le trafic du port du Havre a explosé ces derniers temps. Oui. Et on a des taux d'occupation assez élevés sur les terminaux, sur tous les terminaux de la zone de Port 2000, parce que effectivement le trafic est élevé. Comment vous voyez votre avenir dans ce secteur et est-ce que vous prévoyez une date de retour à la normale ? Alors, c'est difficile de prévoir. On lit et on entend un peu partout qu'il ne faut pas espérer avant la fin du premier trimestre 2022 et même plutôt la fin du premier semestre 2022 un retour à la normale. Le problème, c'est qu'avec le début de la pandémie, on a commencé à consommer les stocks et comme l'activité a repris beaucoup plus vite que ce qu'on pensait, eh bien, il faut à la fois achalander pour la consommation et pour recréer les stocks. Et comme les navires mettent beaucoup plus longtemps à faire leur rotation, aujourd'hui, en gros, un navire, la moyenne, c'est 18 jours de plus qu'une rotation normale. 18 jours. Ça veut dire qu'en gros, 20% du temps en plus. Eh bien, 20% du temps en plus, ça veut dire que les conteneurs, ils sont 20% plus longtemps en mer et pleins, que les navires sont 20% plus longtemps en mer et pleins. Donc, on a 20% de la capacité mondiale aujourd'hui qui est mobilisée pour rien. Et ce qui explique effectivement qu'on se retrouve dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et le retour à la normale, comme vous me demandez, il n'est pas pour tout de suite, puisqu'on est dans une période où normalement, c'est une période faible au niveau activité économique mondiale, puisque c'est la fameuse Golden Week en Chine. Et d'habitude, pendant cette Golden Week, il y a une grosse baisse de l'activité de transport maritime, et là, il n'y a eu aucune baisse. Et comme il va y avoir Noël, bon, voilà. Et c'est une conséquence, c'est l'augmentation des tarifs. Est-ce qu'une action de régulation est possible, Philippe ? Alors, effectivement, ces dernières années, on est dans une situation complètement opposée. C'est-à-dire que tous les régulateurs disaient on va laisser faire les mouvements de concentration parce qu'ils sont indispensables. Indispensables pourquoi ? Parce qu'il y a des surcapacités. Et donc, les marges des transporteurs étaient faibles. Très faible. Et donc, en réalité, les outils juridiques aujourd'hui en place au niveau de l'Union européenne et ailleurs ne sont pas du tout adaptés à la situation actuelle. On est pris complètement à revers par cette situation pandémie et reprise. Alors, est-ce que les régulateurs pourront faire quelque chose ? Eh bien, ça dépend. C'est très difficile, je suis d'accord avec vous, c'est très difficile de prévoir l'avenir, mais ça dépend d'abord de savoir si l'augmentation des tarifs est juste due à une demande considérablement plus importante et soudaine par rapport aux capacités de l'offre. Ça, tout le monde comprend que dans ce cas-là, les prix augmentent. Ou s'il y a d'autres raisons. Et s'il y a eu, je ne sais pas, s'il y a eu des actions qui auraient été entreprises pour entretenir cette hausse par ceux qui y auraient intérêt, mais là, je ne le sais pas, ça demandera, à mon avis, car il est impossible. Quand on discute avec les professionnels, comme ça m'est arrivé encore récemment, sur certains transports, c'est 10 fois plus cher
10 fois plus cher qu'il y a 2 ou 3 ans. Hmm. Donc une augmentation aussi importante ne peut pas ne pas attirer l'attention des régulateurs mondiaux. Il y aura donc des enquêtes. Il se trouve que la commissaire européenne chargée de la concurrence est bien connue, Madame Vestager, a naturellement des informations sur l'économie du Danemark avec la présence de très très grands transporteurs mondiaux. Et donc je ne doute pas que les experts aussi attireront son attention sur ce sujet. Et je m'attends, je fais un pronostic, et peut-être que je me trompe, il ne faudra pas 1 an avant qu'il y ait une intervention d'une des grandes autorités. Ça n'est pas possible autrement. Eh bien, je vous remercie. Merci à vous d'être venus. On se retrouve pour de prochains podcasts très bientôt.